On est en train de vivre un Roland-Garros 2022 les amis, c'est absolument exceptionnel et je pense d'ailleurs que c'est le meilleur moment de s'abonner juste ici. Tu cliques sur le rectangle rouge, s'abonner et tu ne manques aucune miette de Roland-Garros 2022. Alors que dire sur Carlos Alcaraz, un insensé exceptionnel d'une intensité dramatique folle. Carlos Alcaraz survit au test Ramos-Vignolas, Zverev miraculé et la folie Gaston qui continue, c'est le programme éreintant de votre nouveau digest de Roland-Garros et on attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau avec un gros récapitulatif de ce qui s'est passé ces 24 dernières heures à Roland-Garros. C'est de la folie pure. J'ai pas vraiment souvenir d'un début de Roland-Garros aussi intense, avec des gros matchs dans tous les sens, une ambiance démentielle. Alors c'est peut-être aussi ce qu'on a vécu ces 2 dernières années avec le Covid et pas beaucoup d'ambiance à Roland-Garros, mais là c'est complètement électrique. Alors on va faire un point bien sûr sur ce qui s'est passé avec les Français avant de revenir sur Carlos Alcaraz et Zverev et le match de Gilles Simon qui a été complètement terrible, qui s'est fini à plus d'1h du matin. Et surtout, l'un des thèmes que je souhaitais aborder avec vous aujourd'hui dans cette vidéo, c'est celui de l'ambiance à Paris. On a un véritable débat depuis plusieurs mois sur l'ambiance sur les cours de tennis. On a ce qui s'est passé en Australie, on va y revenir d'ici quelques instants, mais aussi à Paris bien sûr. Le match entre Carlos Alcaraz et Hugo Gaston qui avait fait beaucoup jaser à l'automne dernier avec un public vraiment hostile vis-à-vis de Carlos Alcaraz. On se pose la question, est-ce que c'est le rôle du public en tennis d'avoir ce type de comportement ou est-ce que ça devrait être réservé au football? Et justement, on a Gilles Simon qui s'exprime sur le sujet et il dit il reste que des génies à la fin. On lui a posé la question, pouvez-vous décrire cette ambiance, ces génies comme vous les avez appelés sur le terrain? En vert il dit il reste que des génies à la fin, il reste que les vrais. C'était vraiment une ambiance incroyable, c'était dès le début car on était déjà rentré sur le terrain en bleu ciel. C'est ultra important car quand Pablo me roule dessus au 3e, au 4e et au début du 5e, ils sont là, le moindre point que je gagne, ils se lèvent, ils gueulent, ils chantent, ils n'arrêtent pas. Et surtout c'est ce qu'il va dire après qui est super important. Dès que tu regagnes un jeu en violet, tu les sens repartir, ça te redonne un peu d'énergie. Lui sent que dès qu'il rate, il va se faire gueuler dessus et ce n'est pas agréable. C'est l'avantage qu'on a de jouer ici et la double qui tombe à 30-1, donc à 5-4 quand Carreno Busta essaye de servir pour recoller à 5 partout, elle ne tombe pas par hasard. Ce type de situation, bien évidemment, il y a 2 façons de le voir. Quand vous avez le public qui est derrière vous, qui vous pousse, c'est galvanisant, c'est génial, mais quand vous êtes de l'autre côté, c'est beaucoup plus difficile à gérer, et je trouve que ce type d'ambiance hostile, finalement, ça fait partie de l'expérience du tennis, ça fait partie de l'histoire du tennis. En Coupe Davis, on avait des ambiances ultra hostiles dans les pays sud-américains, dans les Balkans également. Je pense que ça forgeait certains caractères, certains personnages, et aujourd'hui, on est un peu, je trouve, avec des joueurs qui sont soft, dès qu'ils ont le public contre eux, ils vont complètement dégoupiller, ils ont pas vraiment de mental. On a d'ailleurs ce qu'a dit Alex de Minaur après sa défaite contre Hugo Gaston, il dit, disons que quand la foule me dit des choses avec un contact oculaire avec moi, donc on peut imaginer des insultes ou des mots très très durs en anglais, après que j'ai fait une double faute, il y a une ligne qu'il ne faut pas franchir. Pour alimenter un peu cette réflexion, je vais vous donner 2 exemples très précis. Le premier, c'est Rafael Nadal quand il est arrivé porte d'Auteuil. On se souvient en 2005, il va jouer Sébastien Grosjean en 8e de finale, et il est conspué, il est hué par le public, tout le monde le déteste, on a envie de voir Seb Grosjean passer et aller jusqu'en quart de finale. Aujourd'hui, bien sûr, on a l'image de Nadal qui est adoré partout, qui est supporté outre mesure. On se souvient bien sûr de la finale contre Daniil Medvedev à l'Open Australie, où c'est le public en grande partie qui va soulever Daniil Medvedev. Il va être beaucoup appuyé pendant cette finale Rafael Nadal pour remporter son 21e Grand Chelem, mais ça n'a pas toujours été aussi facile pour lui. Et d'ailleurs, quand il a joué la Serbie à l'ATP Cup contre Novak Djokovic, il s'est plaint de cette ambiance hostile. Et justement, Novak, souvenez-vous, la finale de l'US Open 2015, personne n'a envie de voir Novak remporter cette finale contre Roger Federer. Il a tout le stade contre lui, il va quand même remporter le titre. Donc évidemment, quand tout est facile, quand on est du bon côté de la barrière, on peut s'appuyer sur ses émotions, on peut en jouer. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs Hugo Gaston après sa victoire contre Alex de Minaur. J'aime bien partager mes émotions, et surtout ce qu'il a dit ici en vert, ça m'a donné de la force, je me suis servi d'eux. On fait des petites amorties, on essaye de rentrer dans le cerveau de son adversaire. Ça, Hugo Gaston, il est très très fort là-dessus. Mais il y a aussi des caractères qui se révèlent quand vous êtes avec un public hostile. Et ça, pour moi, c'est peut-être le truc que je préfère en tennis, c'est d'observer les tempéraments des joueurs dans des situations difficiles, hostiles. On a par exemple un Novak Djokovic sur son premier tour à Roland-Garros qui va hurler sa rage après un point important vis-à-vis du public. Qu'est-ce que va faire le public en retour? Il va le huer, et Novak, il va garder ça en tête, et quelques secondes après, il va y retourner, il va crier encore plus fort pour les regarder, pour les toiser, pour les défier. Et ça, je trouve que avoir le contrôle de son environnement, c'est le plus difficile, et c'est souvent d'ailleurs la clé en tennis, c'est de réussir à retourner l'environnement quand il n'est pas forcément en votre faveur, et à l'utiliser pour générer une force intérieure. On a un dernier exemple
exemple de ce sujet avec Arthur Rinderknecht qui disait de la folie, chaud bouillant après sa victoire contre Popyrin sur le cours numéro 3 complètement dingue à l'Open d'Australie, c'était en début de saison, et il disait un des mots super intéressants je trouve: vous avez célébré votre victoire en bondissant sur le cours et en interpellant le public. Quel était le message? Ils ont été énormes, il faut leur dire bravo, ils ont poussé Popyrin pendant 3 heures, pendant 5 sets, je n'ai pas dit un mot, j'entendais beaucoup de choses quand je longeais les bâches, du sympa, du moins sympa, du drôle, du moins drôle, entre les services, avant les services, des coups ratés où t'es pas mal moqué, beaucoup de choses. J'ai gardé mon sang-froid, gagné à la fin, c'était une explosion de joie, on peut l'imaginer quand vous réussissez à vaincre votre adversaire et tout un stade qui est hostile, et surtout en rose, c'était une phrase succulente. J'avais envie de leur dire: faites-moi une dernière ovation, un dernier bruit, mais pas celui de la joie, celui où vous êtes un peu défait les gars, parce qu'au final, je voulais cirer votre Australien. Dites-moi ce que vous en pensez de ces ambiances assez hostiles parfois en tennis. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Est-ce que vous pensez que ça fait partie du jeu? Et on enchaîne avec le coin tactique. 2 matchs absolument titanesques aujourd'hui. Alors on va commencer par le premier dans l'ordre, le Zverev-Bez. Ça a été de la folie. Zverev qui a sauvé une balle de match, qui s'est fait très peur, qui a été mené 2-7-0. On a un Sébastien Bez que personnellement j'aime beaucoup, qui a remporté Estoril cette saison, qui a gagné 3 matchs à Madrid, qui perd justement sur le Z, qui fait un quart de finale à Lyon et qui a battu Lajovic au premier tour. Et on a vu un mauvais départ de la part de Zverev qui a été très éloigné de sa ligne de fond, et surtout en retour de service il a été totalement inoffensif parce qu'il a joué beaucoup trop court. Il est à 6 sur 22 en retour de service dans la première manche par exemple, et quand vous jouez ici contre Sébastien Bez, vous êtes cuit, vous êtes mort, parce que il a un 1-2 qui est complètement démentiel je trouve, pour sa taille, pour sa puissance. Il fait seulement 1m70, en fait il va s'engager plein fer dans la balle, et il a fait que ça, en fait il a fait l'amour à Zverev pendant toute la rencontre quasiment avec ce type de séquence. Et donc dans cette rencontre, avant que Alexander Zverev daigne se réveiller et jouer au tennis, on a vu un Bez ultra entreprenant à l'intérieur du court, distiller des petites amorties avec un jeu vraiment de giclette, un jeu entreprenant, un jeu offensif. Et à contrario, on a senti un Zverev qui a pas forcément fait les efforts, il y avait beaucoup de vent, on l'a senti frustré, et il a complètement subi la foudre de Bez. Il s'est mis comme à son habitude à 3-4 mètres. On a vu du coup, troisième palette, le pire Zverev, la pire version de Alexander Zverev dans le début de cette rencontre, avec un joueur qui fait pas les efforts, qui s'ajuste pas, et puis à ce moment-là en fait il y a l'ego qui rentre en ligne de compte, parce qu'il a des préparations qui sont très amples, donc quand la balle ici par exemple va s'échapper côté gauche un petit peu avec une bourrasse devant, il va pas faire les ajustements, on va le voir très raide, il va prendre la balle alors qu'elle est quasiment au niveau de son cadre, tout au bout de son cadre, forcément il fait une faute directe, et puis on va se frustrer, on va faire un peu le gars qui boude. Là par exemple on commence le début du deuxième set avec une double faute à 210 km/h ici, on va changer, on va commencer à insulter également le papa, on va parler à Sergi Broguerin, bref un comportement je trouve un peu d'enfant gâté, pas forcément ce qu'on attend d'un joueur qui disait à l'hiver dernier je suis le nouveau Big Three avec Medvedev et Novak Djokovic. Franchement, passer autant à côté de ces débuts de rencontre, ce qui s'est passé d'ailleurs également avec Stefanos Tsitsipas hier soir contre Lorenzo Musetti, mentalement il a dit j'étais pas là, j'étais pas prêt, ouais grave, enfin on attend quand même que tu remportes éventuellement ce Roland Garros, tu fais partie des favoris, et puis t'es pas prêt à aller au combat, et ça c'est très grave je trouve pour des joueurs qui sont censés prendre la suite du Big Three et qui sont complètement amorphes au niveau mental. Alors on a vu, heureusement pour Alexander Zverev, un rétablissement au niveau tactique dans la troisième manche et la quatrième manche, avec beaucoup d'agressivité et surtout de longueur sur les retours de service, et là en fait quand vous mettez Bez dans cette position, vous le désactivez complètement, il est en appui arrière et il perd totalement sa puissance et son impact. Alexander Zverev va sauver une balle de match sur un gros service le jeu d'avant, et puis un peu bon an mal an, en mettant de l'intensité physique, de la dureté, en réduisant le nombre de fautes bêtes, en poussant également Bez à prendre un peu plus de risques et à faire des fautes inhabituelles, en tout cas des fautes qu'il ne faisait pas dans les 2 premières manches. Ici il va s'aborder une accélération, ça va faire 0,30, le Z va réussir à breaker, et même s'il remporte cette partie un peu au physique, un peu à la grinta, un peu également en se réajustant en termes d'agressivité, je trouve que c'est Bez qui a fait la meilleure impression, avec un jeu créatif, un jeu enlevé, vraiment si vous le connaissez pas Bez, découvrez-le sur les prochaines semaines, mais j'ai vraiment un truc à dire par rapport à Zverev, c'est que le gars est soft, franchement mentalement, tu sens que c'est pas quelqu'un qui a envie de se faire mal, de se dépouiller sur un court de tennis, et ça pour remporter des majeurs, c'est compliqué quoi. On enchaîne avec la pépite de la journée, quel match, quel chef-d'œuvre d'intensité dramatique entre Carlos Alcaraz et Albert Ramos Vinolas, ça a été une folie pure ce match, on a vu des points on a vu des trucs, franchement, on a vu le point de l'année, on a vu le point du tournoi, enfin bref, on a vu des trucs absolument exceptionnels. Alors c'était pas forcément au niveau tennistique une dinguerie non plus, on a par exemple Carlos Alcaraz qui fait 74 coups gagnants, 74 fautes directes, donc ça a beaucoup arrosé, et surtout on a vu au niveau tactique une masterclass de la part de Ramos Vinolas, je trouve, en 3 temps. On va commencer avec la première palette, il a martyrisé Carlos Alcaraz vraiment sur son revers, et notamment ici un service côté avantage, le service du gaucher qui est extrêmement pénible. Il s'est pas inventé une vie, Ramos Vinolas, il a fait du simple
simple, du basique, de l'efficace, avec un petit service slicé, mais à gogo ici, hein, 170, on se fait plaisir, on désaxe complètement Carlos Alcaraz, on s'ouvre tout le champ des possibles de l'autre côté, à gauche, il faut que Carlos Alcaraz fasse une course complètement monumentale, c'est très très compliqué. Alors Carlitos a essayé de temps en temps, hein, de faire des retours très perforants en long ligne, mais bon, c'est très très difficile à exécuter dans cette position. La deuxième partie du plan machiavélique de Ramos Vinolas, c'était d'isoler Carlos Alcaraz sur son revers. Il a fait que ça, dans les rallyes, dans les échanges, sur son service également, quand on sert par exemple ici, on sert une deuxième balle là pour aller toucher le revers. Bref, il a martyrisé, il lui a brisé sa confiance en fait, et c'est pour ça qu'on a senti après le premier set où Carlos Alcaraz survole cette première manche, bah, il a complètement perdu le fil de son jeu parce que Ramos Vinolas l'a superbement bien manœuvré. Donc on fait 1, 2, 3, 4 coups sur le revers, et puis ensuite on va envoyer une pancarte de l'autre côté, et ça c'est la prochaine palette. Si vous êtes des fidèles de la chaîne, et là je vais vous reconnaître, hein, je pense, dans les commentaires, vous me dites, hein, si vous vous rappelez de cette petite histoire, j'avais parlé de Rafael Nadal qui avait établi un plan un peu similaire. Donc ce qu'il faut faire dans la vie, vous détruisez le point faible de votre adversaire, et ensuite, deuxième temps, vous détruisez son point fort. Ici, on a Ramos Vinolas dans une position de décalage coup droit qui va envoyer une marmite ici dans la diagonale, et on a Carlos Alcaraz qui va pas réussir à bien défendre, qui va faire une faute, et en fait, dans ces cas-là, vous vous dites, bah, j'ai pas de bonne position préférentielle sur mon coup fort, je suis obligé de jouer sur mon revers, qui est pas forcément en plus un coup mauvais, hein, pour Carlos Alcaraz, mais il a tellement insisté dessus, Ramos Vinolas, que bah, il l'a empêché de vraiment se positionner, prendre ses marques, prendre ses repères, et franchement, c'était un plan en 3 temps, absolument simple, mais génial. Donc tout fonctionnait à peu près à merveille, hein, pour Ramos Vinolas. On s'est dit, bah, Carlitos il va sortir au deuxième tour, c'est terminé. Et puis là en fait, on a basculé dans le surnaturel, dans l'irréel. Il s'est passé des choses complètement dingue. Alors là, juste avant, il y a une balle de match qui est ratée de la part de Ramos Vinolas, parce que oui, Carlos Alcaraz a sauvé une balle de match avec un coup droit dans la bande. Et puis là, on a un smash défensif. Tu te dis, il va faire un Joko smash, il va la mettre là, il va tuer, je sais pas, un petit vieillard ici. Non, non, pas du tout. Il va la mettre dans la Lulu. Et moi, je suis là, je pète un câble, je pète ma table basse. Vous voyez ma tronche, je suis lessivé, j'en peux plus de ces dernières heures, vraiment. Là, j'ai les cernes jusqu'au nombril, j'en peux plus. Et vraiment, ce smash, mais incroyable. La ténacité et le courage, le plaisir dans les moments difficiles. Franchement, c'était un truc de fou. Dans le 5e set, on commence avec un 3-0 pour Ramos Vinolas. On retourne avec un 4-3 pour Alcaraz qui se fait débreaker, ça fait 4-4. Et puis là, on va avoir un point, les amis. Ah, mais matez-le, enfin faites les nécessaires, mais il y a 3 smash qui sont sauvés, ça fait penser à Connors à l'US Open, et là une défense au bout de la raquette, il va réussir à la remettre, Ramos Vinolas qui va finir par faire la faute, un truc incroyable, il fait le break là, il remporte le match. Franchement, aucune sensation, il s'est fait bouffer la cervelle, il s'est fait bouffer tactiquement, tu te dis, il n'y a aucun moment dans la vie où il remporte ce match, il est jeune, il a 19 ans, il y a toute la pression sur les épaules, il joue terriblement mal, et puis le gars, bah, il va s'arracher, il va réussir à retourner la situation. De la pure folie vraiment. Allez, on termine avec le coin prono sponsorisé par les poteaux de Sobet. Vous pouvez toujours participer au challenge Roland Garros avec le code promo SV, le lien est dans la description. J'ai 3 pronostics pour vous pour demain. J'ai la folie Gaston contre Cachin, c'est 1,87 dans la fournaise du Langlaine, victoire de Gaston bien sûr. On a également Titi Pass pour moins de 29,5 jeux, cote à 1,68. Je pense que ça va être fini les conneries, hein, pour Stéphanos. Et mon dernier match, c'est Goffin qui bat Tiafo, la cote est à 1,67. Bon, moi je vais m'arrêter là parce que sinon je vais faire une syncope. On se retrouve demain pour un nouveau digest. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et dormez.